radiopirate.com. On y a parlé plus qu'une fois sur Radio Pirate Prime et je pense également Jeff Liberté à l'époque. Il est de libremedia.com, vous le connaissez, notre ami Jérôme Blanchet-Gravel. Et j'ai comme l'impression que, mon feeling, c'est que Jérôme est probablement avec Valérie Plante et Flip Fabrique du côté de Mexico City. Est-ce que je me trompe, Jérôme? Valérie Plante sera à Mexico. Elle arrive. Si elle n'est pas arrivée, elle va arriver. Oui. Avec Flip Fabrique. J'ai manqué ça. Ah non, il faut que tu tombes là-dedans. Ils sont 50, tous des anti-auto, anti-avion, pro-climat, anti... Et là, ils s'en vont... C'est une délégation culturelle qui s'en va faire des liens avec la communauté multimédia de Mexico City. Bon, un très bon choc parce que l'automobile ici, c'est loin d'être mort. Oui. Une des villes les plus polluées du monde. Oui. Et le féminisme aussi, à la Valérie Plante, c'est pas exactement la même chose, là. La passion latine l'emporte encore sur le néo-féminisme, vous savez. Ici à Mexico, la mode n'est pas au coton ouaté et à la Safia Nolin. Non, c'est ça, on va avoir un choc. Mais qu'elle vienne faire son tour, mais... c'est pas toujours la diversité qu'on s'imagine. Hein? Non. Moi, je l'ai répété souvent, mais pour être écolo, il faut avoir beaucoup d'argent. Oui. Donc, parce qu'ici, encore il y a des gens qui font encore brûler leurs poubelles ici, vous voyez, là? Ouais, c'est ça, on est dans une autre époque. On est plus en 1975 qu'en 2020 ou en 2023, j'ai toujours l'impression. Pas mal, ouais. Elle est avec les gens du Conseil des arts de Montréal, Flip Fabrique, le regroupement La Piscine, les 7 doigts de la main, les grands ballets canadiens, l'Orchestre symphonique de Montréal et les gens du quartier des spectacles et de Rodéo FX, entre autres. Wow! Qu'est-ce qu'ils vont... J'ai complètement manqué ça, c'est drôle, parce qu'en général, évidemment, je suis au courant, puis quand Justin Trudeau est venu récemment, j'ai suivi ça avec Biden. Mais Valérie Plante, je savais pas. Mais espérons qu'elle tire certaines leçons. Mais ces gens-là sont assez bouchés. Hein. Ils voient ce qu'ils veulent voir. Puis, est-ce qu'ils vont finir par réaliser encore là que ça prend beaucoup de moyens pour être écolo? L'écologisme était essentiellement un sport de riches. Oui, vraiment. C'est vraiment donc, pour développer des technologies vertes et tout, ça prend beaucoup d'argent. Puis lui, le président mexicain actuellement est accusé de développer le fameux train Maya, péninsule du Yucatan, donc il est accusé par des groupes écolos, justement, de développer économiquement le pays. Le problème de l'écologisme, c'est que ça vient en contradiction avec le besoin de job. C'est-à-dire, les gens ont besoin de job. Au Mexique, ils ont besoin de manger. Oui. Donc, c'est le fun, préserver les réserves fauniques, c'est le fun. Non, mais nous allons créer des emplois durables. Oui, c'est une durabilité, effectivement. Donc, c'est effectivement une autre époque, dans le sens où même que le président parle de groupes pseudo-écologistes. Hein, derrière plusieurs groupes écologistes, tu as des lobbies. Hein, ça, on n'en parle pas en Occident, pas au Québec, encore moins. Mais tu as des développeurs immobiliers, par exemple, qui veulent garder des espaces plus vierges, si on veut, pour amener plus de clientèle et qui font passer leurs intérêts pour des préoccupations d'ordre écologique. Et le président López Obrador s'en prend souvent à ces gens-là. Il dit non, nous, on veut développer le Yucatan pour offrir des emplois aux gens. Et tu as des développeurs super riches qui disent non, on est écolo, on veut pas que le train passe par là parce que ça va détruire des arbres, des beaux palmiers, tout ça. Oh, ouais. Derrière l'écologisme... regarde, gang. D'ailleurs, à Libre Média, justement, on a publié un article là-dessus, gare aux faux écologistes. Aux pseudo-écologistes, c'est-à-dire les gens peuvent aller lire l'article. Il y a souvent derrière, ça arrive là, qu'il y a des lobbies derrière des groupes écologistes. Donc, les gens qui s'imaginent que c'est 100% vertueux, faut pas être trop naïf. Non. Comment ça va, libremedia.com, après exactement 1 an, j'imagine que le grand lancement, peut-être un peu plus, le temps passe vite, mais là, j'imagine que vous êtes sur une certaine lancée, parce que souvent, au début,
c'est un peu plus difficile. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais là, j'imagine que le train est sur les rails. Oui, ça fait moins d'un an. En fait, ça fait 10 mois. On a commencé en mai 2022. Donc, on approche le premier anniversaire. On a effectivement atteint un air d'aller, une vitesse de croisière. Ça va bien. C'est sûr qu'il y a encore des défis d'ordre économique, etc. Ça reste un nouveau média. Mais on est satisfait quand même du nombre de visiteurs par mois, etc. Donc, ça va assez bien. Évidemment, on invite les gens à venir consulter nos affaires. Donc, libremedia.com avec un guillemet. C'est rafraîchissant. C'est sans prêcher pour ma paroisse. C'est le seul média. Très bien écrit, très bien présenté, très belle plateforme. Donc, bravo là-dessus. Ça fait une très belle... C'est un des seuls médias en ligne et écrits qui offre aussi, il faut le dire, une tribune à ce qu'on appelle la droite. Exact. Soyons clairs, là. C'est le seul média en ligne écrit où on retrouve vraiment des opinions campées à droite et sans complexe. Justement, dans Libre Média, vous avez parlé passablement, puis j'ai lu, en tout cas, un des derniers, je pense que vous avez mis en fin de la semaine ou au cours du week-end, sur le professeur de l'Université de Laval qui est menacé de congédiement. J'ai pris l'article justement par un de tes posts. Patrick Provost. Es-tu capable pour les gens qui ne sont pas trop au courant, parce qu'on en a un peu partout ailleurs, puis c'est pas tout le monde qui a suivi l'histoire alors qu'elle doit être connue de tout le monde, le genre de la chronologie des événements de ce qui s'est passé avec Patrick Provost, là? Excusez, je pense que j'ai un enfant derrière. Non, c'est pas grave. J'ai une fille d'1 an, de 15 mois. C'est pas grave, j'ai pris l'avion samedi, puis j'en ai entendu pendant 4 heures, puis c'était pas mal plus fort que ça, mon oreille. Les pirates sont plus tolérants aux enfants que la majorité des Québécois. Exact. Donc, moi, on aime encore vivre. Si tu faisais la chronologie des événements là-dessus, qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui, bien écoutez, la semaine dernière, Patrick Provost a été suspendu une deuxième fois par l'Université Laval sans salaire pour une intervention à Radio X où il critiquait la vaccination des enfants. Et l'Université Laval a reçu une plainte qui est considérée comme recevable. Donc, c'est la deuxième fois que M. Patrick Provost, qui est un chercheur, c'est un spécialiste des virus. Donc, Patrick Provost, chercheur de renom, chercheur à succès. Quand même. Oui, puis je l'ai expliqué un peu plus tard, mais ça, le paradoxe, c'est que le gars passe vraiment de héros à zéro. Donc, chercheur de renom, un chercheur exemplaire canadien, fait les promotions des valeurs canadiennes, qui accepte même à l'époque, qui intègre en fait des femmes voilées dans son laboratoire. Même un ancien candidat de Québec solidaire, imaginez-vous, en 2018, Jean Talon à Québec. Donc, on n'est pas devant quelqu'un qui serait un méchant complotiste au départ ou un édenté de la droite. Là, c'est pas exactement ça. Donc, quelqu'un qui est un bon chercheur. En fait, il coche toutes les cases de la gauche. À peu près ça, oui. Ouais, spécial, ça. Et là, donc, Patrick Provost a suspendu une première fois l'année dernière 2 mois sans salaire. Et là, on y apprend la semaine dernière, suspendu 4 mois sans salaire, ce qui correspond donc, c'est le tiers de son salaire annuel qui lui est retiré. Ben voyons donc. Tout ça pour avoir critiqué la vaccination des enfants dans une intervention à Radio X. Ah ouais, mais c'est quoi cette folie-là? C'est quoi cette folie-là? C'est fou. Voyons donc. Il n'y a pas un syndicat qui... Oui, il n'y a pas personne qui se Il n'y a pas un syndicat avec lui, quelque chose, non? Oui, un des syndicats de profs a pris sa défense, a considéré que, vous savez, il y a une nouvelle loi aussi au Québec là, sur la liberté académique, la loi 32. Mais c'est ça, on s'aperçoit que cette loi-là... Donc le syndicat de profs juge que le jugement de l'Université Laval contrevient à la nouvelle loi de la CAQ. Mais on s'aperçoit que la nouvelle loi de la CAQ, aucun effet. C'est une loi qui n'a pas de dents. Donc, la CAQ parle de liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, vous savez, ça ne sert pas juste à permettre à bas côté de taper sur les immigrés. La liberté d'expression, ça sert aussi à critiquer la vaccination de masse. Si on juge que c'est une mauvaise politique, on peut en discuter. La liberté d'expression, c'est pas juste pour la gang de Québécois, là. Tu sais, c'est pour tout le monde
et sur tous les sujets. Attends un peu. Il y a un an, jour pour jour, OK? On est le 13 février 2021. Dans un long message publié sur sa page Facebook samedi, le premier ministre François Legault a promis que son gouvernement agira rapidement pour protéger la liberté académique et la liberté d'expression alors qu'une poignée de militants radicaux tentent, selon lui, de censurer certains mots et certaines œuvres. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec cet article-là par rapport à un prof à Ottawa, qui n'est même pas notre province, qui a utilisé le N-word et qui a causé toute une histoire, peut-être avec raison, sans doute, mais je veux dire, ça se passait à l'Université d'Ottawa quand même. Alors que là, ça se passe à quelques coins de rue de son bureau où il n'est pas souvent, là. Exact. C'est quoi la différence? Mais c'est ça, c'est la bonne question. C'est vraiment la liberté d'expression à géométrie variable. Dans le dossier sanitaire, il n'y a encore aucune liberté d'expression qui est vraiment permise publiquement au Québec. Mais bon, dans le reste des dossiers du wokisme, ça va. C'est pour ça que je dis que la CAQ est pour la liberté d'expression quand ça fait son affaire, quand c'est bon pour améliorer son image de parti supposément plus à droite. Mais on s'aperçoit que la CAQ n'a rien de vraiment à droite. Parti essentiellement de centre bureaucratique. Mais c'est scandaleux. Tu sais, la liberté d'expression, liberté universitaire, en fait, régresse constamment depuis, ça fait peur. Depuis des années. Et le pauvre Patrick Provost, c'est ça qui passe de héros à zéro, alors que c'est quelqu'un qui avait été encensé dans les médias, dans le Soleil, avait gagné plusieurs prix pour ses recherches. C'est vraiment un chercheur qui obtenait beaucoup de subventions. Un chercheur rayonnant à l'échelle mondiale. Et qui a sa vie a bouleversé complètement. A été bouleversé complètement durant la mais pas seulement pandémie, le parti au pouvoir, là, ses anciens camarades, la gang de Gabriel Nadeau-Dubois, puis même peut-être des anciens comme Catou Latuc, ce gang-là là, qui le trouvait fin, puis le trouvait intelligent, puis qui était content de dire « Hey, on a quelqu'un qui a un gros CV académique, puis on était... » Sont où, eux autres? Ils ont disparu? Ils l'ont renié. Oh! Le parti s'est dissocié officiellement de Provost en 2020 suite à la première polémique, là, une de ses premières interventions quand il y a eu le... Oui, mais le gars est un spécialiste dans l'histoire de virus. C'est un spécialiste. Ben oui, c'est ça l'affaire. C'est un spécialiste des virus, donc qui ne peut pas s'exprimer sur sa propre spécialité. Quand même. Là. Mais quelle place de débile. Quelle place de débile. C'est totalement en décalage avec toutes les révélations qu'on a. Tu vois encore le Québec complètement dans une bulle. Plus on a de révélations sur les pressions exercées par les compagnies pharmaceutiques, sur l'imperfection du vaccin, c'est sûr, le vaccin n'est pas parfait. Et plus on a d'informations, ça se passe surtout aux États-Unis, le débat, et on dirait que plus le Québec s'enfonce finalement dans son déni. Oui, mais Jérôme... On a nous-mêmes, le Québec, reconnu la semaine passée que le vaccin ne fonctionne pas. Ben oui, c'est la vrai. Santé publique a reconnu, sans le dire, mais par ce qu'ils ont pris comme stratégie, que ce que avance Patrick Provost, ben, c'est exactement ce que la santé publique est en train de faire. Donc, il y avait raison. C'est vrai, c'est double. C'est un peu paradoxal, là. Mais c'est ça, mais pourquoi on persiste à vouloir faire un exemple avec lui? C'est ça qui est. Ça reste étonnant, là, de la part de l'Université Laval. Très étonnant. Très étonnant. On va te dire de quoi. Et où sont les gens? Moi, j'entends tout ça. Ah, Jeff fait du Québec bashing. Ah, je regarde les textes dans Libre Média, puis je lis le tweet de Jérôme Blanchet-Gravel, ou encore je l'écoute dans le show de Moret, puis il fait du Québec bashing, puis l'autre fait du... Mais ceux qui défendent le Québec en disant que les autres font du Québec bashing, comment vous faites pour défendre ça et pas trouver ridicule ce qui se passe au Québec? Je vais revirer la question sur eux. Comment ils font pour embarquer là-dedans puis pas être avec nous autres sur ce point-là au moins? C'est vraiment du déni.
Effectivement, l'accusation de Québec bashing, ça revient constamment. Moi, j'ai découvert durant la pandémie, d'ailleurs, que critiquer le Québec est peut-être plus polémique que critiquer même l'immigration. Tu sais, on pense que critiquer le multiculturalisme, tout ça, c'est très, très controversé, mais moi, j'ai critiqué le multiculturalisme avant la pandémie. Je continue, je trouve que c'est un modèle qui met dans la division. L'immigration, c'est autre chose. La diversité, c'est une chose. Le multiculturalisme, c'est vraiment un modèle, en tout cas, de ségrégation. Mais ça pour dire, je me suis aperçu, je pensais que j'étais dans la polémique, mais quand je me suis mis à critiquer la réaction des Québécois, là, par exemple. Là, je me suis dit, oh, là, on a quelque chose d'un autre niveau, là, en exact. termes de tabou. Et là, les accusations de Québec bashing sont arrivées rapidement. Et c'est ridicule. Tu sais, au Québec, il ne faut pas critiquer le Québec parce que c'est vu comme une trahison. Tu sais, il ne faut pas s'affranchir de la tribu. C'est incroyable. C'est très tribal. On est très, très fragile, très soupe au lait, très mince. Très mince. Ah oui, vraiment susceptible. Les drag queens et les drag kings au Carnaval de Québec, on a floché les duchesses. Donc, pendant je ne sais pas combien de décennies, les duchesses qui faisaient la notoriété. Après ça, on a commencé à jouer avec un peu, on a tout scrappé. Là. Mais c'est un événement qui est en fin de vie, le Carnaval de Québec. Donc, par tous les moyens, on essaye de sauver la patente. Et là, quand on est désespéré, on fait des maudites niaiseries de même. Ah, la mode des drag queens... À quoi ça tient, hein? C'est... à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est comme si, tout d'un coup, il y avait une prolifération de mimes. Tu sais, un mime... Tu sais, pourquoi il y a autant des drag queens? Tu sais, les gens disent, ouais, mais... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de volonté de la population de réclamer des drag queens à l'école ou... tu sais, à quoi ça tient? Tu sais, les gens disent, mais ça dérange pas, etc. Oui, mais est-ce qu'il y a des comités de parents qui se sont mis sur pied pour réclamer la présence de drag queen au Carnaval de Québec? Personne n'a ça. À quoi ça répond, ce genre de pratique? Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Si un homme décide de s'habiller en femme et de se maquiller, puis de se coiffer, puis de se mettre des robes, puis se mettre des talons hauts, puis se mettre des faux seins, moi, ça me dérange zéro. Mais qu'on essaie de nous rentrer ça dans tous les pans de la société, dans toutes les activités, comme tu le dis, comme si c'était quelque chose qu'on réclame, mais ça, c'est de la bullshit. Il n'y a personne qui réclame ça. Il y a personne. En fait, faites ce que vous voulez dans la vie, mais nous aussi, on n'en a rien à foutre des histoires de drag queen et de drag king. C'est complètement amené artificiellement, tu vois. Et le problème avec ça, c'est que effectivement, la drague qui est une figure de cabaret, de vie, vie nightlife. Ça fait partie du nightlife de plusieurs grandes villes. La chanson de Charles Aznavour, la drague. C'est pas... personne il voyait effectivement un danger pour les mœurs. On sait pas, c'est pas le Satan qui est derrière ça. Mais là, c'est que les dragues sont instrumentalisées, sont utilisées par le mouvement LGBT comme porte-parole du transgenrisme et de la diversité sexuelle qui est imposée à tous comme si ça allait de soi. Oh oui, c'est ça. Donc ça, moi, ce qui me dérange, effectivement, c'est pas le fait que la diversité sexuelle existe, puis les gens ont toutes les pratiques qu'ils veulent, puis je veux dire, le libertinage, puis tout ça, ça remonte au 17e siècle à Paris, puis il n'y a rien qui me dérange là-dedans. Mais d'utiliser ces figures-là pour en faire des porte-paroles du transgenrisme, même des fois auprès des enfants, là, honnêtement, je trouve que mes limites sont là. Exact. C'est comme, place. Moi, je préfère encore que le Père Noël aille visiter mes enfants au primaire. Bon, ma fille n'est pas rendue au primaire, là, mais je préfère que le Père Noël... Pourquoi congédier le Père Noël pour le remplacer par une drag queen à l'école L'Arbrisseau à Cap-Rouge? Quoi ça sert, là? Je me demande vraiment à quoi ça sert. Non, c'est la folie. Tu arrives à la bibliothèque municipale, puis il y a quelqu'un qui lit un livre à des enfants, un groupe d'enfants, puis c'est un gars, c'est une drag queen. Je m'excuse, là, mais ça veut dire... moi, avec les enfants, là, moi, c'est non.
Non, c'est ça. C'est une affaire. C'est non Les aussi. drag queens, Non. c'est une histoire pour adultes. Tu sais, c'est comme si C'est un monde d'adultes. C'est comme si, quand on était jeune, on nous amenait en voyage à Los Angeles, puis on allait visiter la maison de Hugh Hefner, Oui. la Playboy Mansion. T'as 8 ans, puis Oui. l'école organise un voyage à la Playboy Mansion, puis c'est un genre de voyage annuel que tout le monde fait à chaque fois quand t'es en C'est ça. deuxième ou troisième année, puis on s'en va là. Voyons. Le monde crierait, voyons non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de... Ah, mais c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de différence. Là. L'exemple n'est pas mauvais. Ouais. Oui, je comprends pas les deux. Tu sais, quand j'essaie de comparer ça, dis-moi, mais si tu le tolérais pas si c'était des vraies femmes qui arrivaient à bien de même. Pourquoi que tu le tolères quand c'est des gars habillés en femmes de Ouais, même? c'est ça. C'est ça qui est drôle Tu sais, là-dedans. on dit la fée des étoiles, c'est sexiste, mais la drag queen serait pas sexiste. Ouais. Putain, mais c'est ça le discours, là. La fée des étoiles, bon, avec une couronne puis un manteau de fourrure, là, ça serait sexiste parce que, bon, je sais pas, c'est patriarcal d'avoir une fée des étoiles. Mais une drag queen, avec le cul remonté, les pestañas, comment on appelle ça, les cils, puis bon, Oui. c'est bien correct en Amérique latine, bon. Mais ça, c'est pas sexiste, tu sais. Les grosses boules, puis tout ça, c'est pas sexiste. Non. Mais la fée des étoiles, super straight, avec son pompon, puis tout ça, sont dans le sexisme absolu, là. Non, mais on voit qu'il y a une espèce de renversement là, des valeurs, puis tu dis, à quoi ça tient? Tu sais, la part idéologique là-dedans est très forte. Puis qu'il y a des gens qui cavalent ça, ah non, c'est normal, puis il faut être ouvert, puis non, il faut et mettre l'autre ses bout, limites à quelque part. Là. Mais Jérôme, pour finir à l'autre bout, là. Tu sais, on parle de s'approprier, mettons, une culture. Ah, t'as pas le droit de personnifier mettons, un Indien, un Amérindien. Là, mettre le chapeau, les plumes, la patente en dessous des yeux, la hache des mains. Tu sais, on veut plus faire ça. Là. Non, t'as pas le droit de faire ça. Oui, mais c'est pas mal ça, là. Appropriation sexuelle. Ben, en tout cas, ça semble. Mais c'est vrai, c'est ça. Puis il y a quand même des groupes de féministes en passant qui s'opposent à ça, qui disent que dans le fond, les drag queens qui sont des hommes remplacent des femmes. Puis il y a des groupes féministes quand même allumés là, qui se disent ben non, les hommes ne vont pas remplacer les femmes où est-ce qu'on voulait des femmes. Le principe du féminisme, c'est quand même promouvoir la femme et ses droits. Donc, même chose dans le sport. Le sport féminin va-t-il disparaître parce qu'on a intégré des transgenres? C'est une avancée pour la femme, ça, la disparition du sport féminin et peut-être masculin? Zéro. C'est ce que disait la madame qui fait du surf au niveau professionnel, qui manque un bras depuis l'âge de 13 ans, qui est une professionnelle. Elle dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de briser tout ce qu'on a bâti pour les femmes dans le sport. Vous êtes en train de tout scraper. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis toujours quand même surpris de voir le nombre de femmes qui trouvent ça drôle et qui trouvent ça intéressant. Ça me surprend quand même. Ça, c'est surprenant. C'est cliché. Donc, la drague, c'est tous les stéréotypes féminins qu'un homme s'approprie. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans la déconstruction non plus des clichés et stéréotypes. Ça, c'est un autre reproche qu'on fait, que font des féministes au drag. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est au Québec, les gens, ça les dérange moins. On dirait que les Québécois... Aux États-Unis, il y a un gros débat là-dessus. En Amérique latine aussi, il y a une réaction de la société civile. Au Québec, les gens sont complètement endormis. C'est la gestion du quotidien. Les médias vous parlent. Comment pelleter votre neige un matin? Oui. Il n'y a pas d'indignation. Quel degré vous devez mettre votre thermostat? À quelle heure vous devez manger? On a même su en fin de semaine qu'on devait rester au lit. Hydro-Québec nous a dit vous devez rester au lit. Donc, effectivement, on est complètement éteint. Hey, c'était le fun, Jérôme. Jérôme Blanchet-Gravel, avec qui on va rejaser, c'est clair, sur Radio Pirate Live. Vous allez lire tout ce qu'il y a. Ben, d'abord, sur Twitter, Jérôme est assez spectaculaire, comme tu dis. On dit ça spectaculaire. Spectaculaire. Claro que si. Et également disponible, bien sûr, tous les textes de Libre Média avec une petite barre dans le milieu, donc libremedia.com. Radiopirate.com.
Es-tu prêt pour tantôt, Jerry? Oui. OK, good. Donc, hey, on est Jeff prêt. est pas là. Oh, yes. Jérôme, vous avez entendu, son micro est ouvert. Jérôme Blanchet-Gravel de libremedia.com. Un nouveau Québécois d'adoption. Hey, t'es de retour, Jérôme? Je suis de retour à Québec, imaginez-vous. Puis, raconte un peu, raconte. Ah oui. Oui, mais écoute, c'est sûr qu'il faut... le terme que j'emploie souvent, c'est la réadaptation. Oui. C'est un peu comme quelqu'un qui doit réapprendre à marcher. Quand même. Faut réapprivoiser Oui. la platitude. Non, mais je commence d'entrée de jeu comme ça. Je suis revenu pour Libre Média, le média que je pilote depuis maintenant plus d'1 an. On est en pleine expansion. On a tout un volet vidéo, télévision qu'on développe. Donc, on a eu, par exemple, André Berkoff la semaine dernière en grande entrevue. On va présenter ça à nos téléspectateurs dans les prochains jours. Donc, non, c'est important que je sois présent sur le terrain. Vous savez comment ça marche. Donc, Pas le choix. Start-up, t'as pas le choix. Faut que tu sois. ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment un côté donc entreprise. Comme tu le dis, c'est une start-up. Donc, Libre Média, mais je ne vous cacherai pas aussi que, bon, j'ai la famille à Québec. Moi, je suis de Québec. En fait, je suis né à Cap-Rouge. Donc, une fois, j'étais allé d'ailleurs en studio à Cap-Rouge avant le déménagement de Radio Pirate. Donc, je suis de Cap-Rouge, je suis de Québec. Donc, évidemment, avec ma petite fille d'un mois et demi, d'un an et demi, par exemple, excusez-moi. 1 an et demi, c'est sûr, bon, c'est des grands-parents, il y a une présence, on n'a pas vraiment pu Ta blonde, profiter est-ce que ta blonde elle connaît assez la place pour s'adapter vite ou comment est-ce qu'elle fait, elle? Ouais, c'est sûr que, bon, ma femme, moi, je le rappelle, est mexicaine. Donc, il y a la francisation qui va commencer. Elle parle français, mais pas parfaitement. Puis, je ne cacherai pas que la langue à la maison, c'est l'espagnol. Là, évidemment, je parle en français à ma fille le plus que je peux. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Tu sais, beaucoup, les gens ici, j'ai découvert ça. Bon, les nationalistes voudraient qu'on parle français en 20 secondes, là, mais c'est pas tout à fait ça qui se passe. Non. C'est compliqué. Ben Là. non, Puis mais- à la maison, Le plus drôle, c'est que ces gens-là doivent être bilingues depuis qu'ils sont au monde pour aspirer au poste qu'ils ont, puis ils parlent anglais comme une vache d'une clôture. Et ils demandent aux immigrants qui n'ont pas le passé de nous, ce que nous, on a vécu dans les 2 langues toute notre vie, puis qu'on parle l'anglais tout croche. Ils demandent à des gens qui arrivent, puis 6 mois après, il faudrait qu'ils prennent le français, qui est une des langues les plus difficiles à apprendre. Là. c'est ça. Puis Faut je se dis pas dire. que c'est pas important le français, mais ce que je dis, c'est que dans la réalité des choses. C'est dur à faire vite. Concrètement, oui, c'est ça. Donc, forcément. Le 6 mois, je ne comprends pas. Sérieux, Non, je non, comprends mais ça, pas. c'est une utopie. C'est une utopie technocratique, forcément. Ça ne marche pas comme ça. Puis, on ne peut pas brusquer les gens au quotidien. C'est très complexe, l'adaptation. Mais donc, ma femme, non, est contente d'être ici. Mais c'est sûr que elle a un regard sur le Québec qui ressemble un peu au mien. Elle trouve quand même que les gens s'inventent beaucoup des problèmes. Non, c'est la pure folie. Là. Non, mais c'est sûr qu'il y a un climat très particulier. Puis elle a vécu quand même un 8 mois de confinement militaire avant qu'on retourne à Mexico. On est retourné 2 ans complets en pleine pandémie. D'ailleurs, les gens me disaient tu t'en vas mourir. Là. C'était une des plus grandes vagues à Mexico. Puis les médias rapportaient que les gens Les gens mourraient comme ça. là. dans la rue, tu sais, Tombait. dans la rue. Puis là, les gens m'avaient dit, c'est ça, là, tu prends le risque de ta vie, tu t'en vas mourir à Mexico en retournant. Finalement, je suis pas mort, je suis avec vous aujourd'hui. Ben non. Puis il se passait pas grand-chose de particulier à Mexico. Évidemment, il y avait des gens dans les hôpitaux, mais beaucoup les obèses puis les diabétiques. Mais bref, on est content d'être ici. On a récupéré notre condo. Nous, on avait loué, on avait gardé un condo à Québec, dans Saint-Sacrement. On le récupère, on rentre dans nos affaires. On est content, mais je pense que le test, ça va être à l'automne. Oui, quand la température va se mettre à faire froid, pas qu'il fait chaud, là, mais... Ouais, puis la lumière, hein, surtout, Ouais. là, c'est... je pense qu'octobre va être le test. Ouais. Mais il faut que je sois ici, de toute façon, pour un certain temps. Mais après, je pense qu'on va passer plusieurs mois par année au Mexique, quand même, là. Un peu en mode snowbird, si on peut dire. Oui, exact. Et au-delà de la température, tu as aussi l'espèce de mode de vie. Là, parce Oh, qu'ici, oui. ici, c'est d'une. Ici, c'est le néant. Là. Tu veux dire, ici, tu vois quelqu'un marcher sur la rue, c'est tous des zombies, des personnes âgées. Il n'y a pas de jeunesse nulle part. Ici, il ne se passe rien. Là. Tu veux dire, tu tombes d'une ville, une mégapole qui ne dort jamais, à une ville ultra pépère avec des zombies qui longent des murs. Là. Tu sais, c'est spécial. Non, c'est 2 mondes. Vraiment, c'est 2 extrêmes. Ah oui.
Puis c'est sûr qu'entre le IGA et le marché public à Mexico, où les poulets ont des plumes, vous savez, c'est deux univers. C'est deux univers, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de plume, mais il est quand même à 42$ le poulet. Les affaires. Mais il y a l'inflation. Là, c'est toi qui te fais plumer. Oui, c'est ça, c'est toi qui te fais On se fait plumer. plumer pas à peu près. J'ai aimé le vidéo d'un genre de... Je ne sais pas si c'est un Canado-Mexicain ou un gars mexicain. Mais si je parlais du Canada, j'imagine que c'est un Mexicain d'origine qui probablement est au Canada par alliance. Ou pas. Il est de retour au Mexique, puis il dit... Il est sur le bord de la plage. Je te l'ai fait entendre hier. Oui. Il est sur le bord, je ne sais pas si tu l'as vu, Jérôme, mais il est sur le bord de la plage, puis il dit Non. Hey, veux saluer à ma gang de demi au Canada, là. Il dit avec les feux, il dit nous autres, il dit on a de la forêt comme ça se peut pas. Puis il dit des feux, on n'en a pas. Puis il dit pourtant le réchauffement climatique, il dit ici, il fait chaud, puis il était à la beach, tu voyais qu'il y avait En plus, ça, chaud. les canicules ici, c'est hallucinant. Non, À c'est chaque fois hallucinant. que Et il 25 dit degrés, savez-vous pourquoi? Il dit on n'en a pas, puis vous autres, vous en avez. Il dit c'est parce que, il dit au Canada, vous êtes nés par Trudeau, puis il dit nous autres, on est nés par le cartel. Oh boy. Oui, j'ai trouvé ça très drôle. Ici, les rues piétonnières, ils n'ont pas de piétons. Là. Oui, c'est vrai. Ça donne une idée un peu là, de la Oui, place. Là. exact. On a d'autres genres de cartels ici au Québec. Là, Il y a beaucoup de cartels. le Collège des médecins, par exemple. Oui. C'est un cartel. Ben oui. Je veux dire, Oui. On pourrait en faire une longue liste de cartels. Il y en a. il y a beaucoup de cartels, beaucoup de monopoles, une société ouais. très corporatiste, les gens défendent leurs intérêts. Tu sais, Et tous ces le gens-là mythe de mangent dans générosité. la main du gouvernement. Là. Oh oui. Ils sont tous reliés avec le Ils gouvernement. sont muselés aussi par leurs ordres professionnels. Donc, non, une société qui a beaucoup de problèmes. Par contre, je souligne quand même, il y a le grand avantage de la sécurité. Tu sais, Mexico, ça reste... C'est violent. notre avantage. Les femmes qui venaient se faire coiffer au salon de coiffure en bas de chez nous étaient régulièrement avec des gardes du corps, accompagnés. C'est des 4x4 blindés. C'est beaucoup de pitbulls, c'est des chiens, c'est des systèmes de sécurité. C'est quand même une autre réalité, un gardien armé en bas de chez nous. Fait que, c'est sûr que bon, les gens me disent oui, attention, Blanchet-Gravel, son idylle au Mexique, tout ça. Oui, non, j'ai jamais conseillé le Mexique non plus. Je fais attention. Là, beaucoup de gens à un moment donné m'appelaient et disaient je veux que tu me conseilles là, sur mon déménagement au Mexique durant la Là, pandémie. tu leur dis wow, minute, là, t'as un peu. Là. Pas n'importe où. Puerto Vallarta, c'est une chose, là, mais le Mexique profond, arrivez pas là en char. Là, tu traverses pas le Mexique en char. Il y a des gens qui le font, puis bon, il y a toujours des gens qui disent moi, j'ai fait ça, traverser le Mexique en char. Ouais, mais à quel point c'était innocent, là, honnêtement. Oui. C'est carrément suicidaire. Non. Comme, tu cours après la marde. Ah non, c'est pas. Tu cours après la marde. Donc, je le souligne, il y a l'avantage de la sécurité quand même ici. On n'a pas à être sur nos gardes. Mais il y a beaucoup de problèmes. C'est une société qui s'effondre institutionnellement. Les garderies, c'est un truc de malade. Quand tu t'expliques ça d'abord à un Mexicain qui n'a pas de garderie, c'est un peu de quoi tu parles. Là? Tu reviens dans une société du premier monde, comme ils appellent, tiers-monde, premier monde, primer mundo. Puis tu m'expliques que dans un pays intégré au G7, vous n'avez pas de garderie disponible. Oui. Essaye de faire comprendre ça à quelqu'un qui vit en Amérique latine, dans un pays, en tout cas, bref, plus pauvre, entre guillemets. C'est très exotique comme problème. Ça, c'est vraiment... vraiment spécial. Même avec les gardes. Même avec les gardes. Système de santé, mais c'est ça. Le vieillissement démographique est vraiment une donne majeure. Ça nous frappe, effectivement. Tu vois, c'est la rue Cartier. Bon, la rue Cartier... c'est quoi aujourd'hui? On est loin quand même Il n'y a rien. d'un dynamisme exceptionnel. C'est censé être la le quartier des seule arts. chose qui excite le monde ici, c'est justement le show qu'on a fait avec les feux de forêt. Les feux de forêt, la rivière qui déborde là-bas. C'est rendu un genre de shit show où il faut toujours faire peur au monde que le monde reste on the edge sur le bord du banc. Le reste, tout ce qu'il y a de vie quasi normale, c'est tout quelque chose de complètement foutu à tous les niveaux. Les garderies ne fonctionnent pas, les hôpitaux ne fonctionnent pas, les écoles sont rendues, on prend des profs qui ne vont même pas à l'école. On a pris des décrocheurs secondaire 3 pour enseigner à secondaire 4. C'est quand même un peu spécial. Là. Oui, j'ai entendu ça, oui. Je veux dire, alors qu'il y a quelques années, quelqu'un qui étudiait au doctorat n'était pas autorisé à enseigner un cours d'histoire au secondaire. Imagine. On est passé de ça à... Le gars a l'âge d'être en secondaire 4 et enseigne à des gens de secondaire 3. C'est clair, pas capoté. On est passé de ça en 4-5 années. Oui. Ah oui, carrément. Moi, je me rappelle, quand j'étais au doctorat à l'Université d'Ottawa, je me disais, bon, une petite job étudiante, je pourrais bien enseigner au secondaire. Ben non, j'avais appris que je ne pouvais pas faire ça. Je me disais, ben coudonc, faut croire que je suis pas assez qualifié pour l'anecdote. C'est assez incroyable quand même. Là. Puis là, j'apprends que, bon, finalement, c'est ça. En tout cas. Je regarde tes sujets, puis veux pas, c'est drôle parce que j'ai fait une ouverture tantôt, tu n'y étais pas, tu étais là pendant que Régent nous parlait, mais
j'ai parlé un peu des deux vraies crises. La crise économique ne fait pas partie des deux vraies crises. La crise des feux de forêt n'est pas une vraie crise. Il y a deux crises actuellement en tout cas, dans les pays du G7, il y a deux crises. Et je dirais encore plus l'Amérique du Nord. Il y a une crise économique qui n'est pas une crise économique traditionnelle, c'est-à-dire entreprises qui ferment, taux de chômage qui monte. C'est une crise économique qui a beaucoup d'emplois, peu de chômage, les gens travaillent plus fort que jamais, ont même les meilleurs salaires qu'ils ont jamais eu de leur vie, mais sont de plus en plus pauvres. Donc ça, c'est une crise qui est inconnue ici, que le Venezuela a déjà connue, que l'Argentine a connue, ou connaît encore d'ailleurs, que la Turquie connaît. Effectivement, oui, c'est exactement ces pays-là. C'est exactement ce que nous vivons d'une certaine manière depuis, je dirais, ce genre d'orgie d'argent qui a été imprimé pendant la COVID alors qu'on aurait dû juste sortir dehors puis se mettre un masque d'en face pour les gens plus âgés, that's it. Et la deuxième crise, c'est la crise du woke. C'est les woke. Puis je regarde un des leaders woke, c'est Justin Trudeau. On a un autre à Washington qui hier a reçu à la Maison-Blanche. Hier, c'était une orgie aussi, ça, à la Maison-Blanche hier. Là. Ce gars-là, habillé en robe, qui s'enlève la robe sur le terrain de la Maison-Blanche, les seins à l'air, des seins posés en plastique. Là. C'est un gars. Je veux dire, c'est un gars, cette affaire-là. Et il y a l'autre gars qu'on voit, qui est une fille, qui s'est laissé pousser le poil, donc avec les pilules, les hormones, les patentes de main, le poil a poussé. Tu vois les cicatrices des seins qui ont été enlevées. Puis là, sont les deux tout nus sur c'est un des emblèmes démocratiques qui montre une certaine structure, une certaine intégrité, une certaine... Là, tu regardes ça, tu te dis, ça se passe aux États-Unis d'Amérique, sur les terrains de la Maison-Blanche. Donc, on est rendu complètement sauté. C'est une conquête symbolique. Là. C'est le passé Macron aussi, le fameux spectacle où des drag queens également, ou enfin, dans ce genre-là, qui avait présenté un spectacle à l'Élysée, puis ces images-là sont restées dans la tête des Français. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le maire de Lyon... c'est pas le maire de Lyon, c'est la ville de Lyon qui a présenté un spectacle dans un jardin public où des adultes, finalement, marchent nus dans le jardin avec des dildos et des sextoys. Bon, les Français aiment beaucoup utiliser des mots anglais. Donc, il faut revoir ces images-là. Donc, ça se passe à Lyon. Donc, des gens qui, comment on appelle ça, là, marcher sur le sol. Oui, comme en Qui rampent sur le sol, à genoux, complètement nus, devant des enfants. Un peu ce qui s'est passé au Musée de la Civilisation aussi, la fameuse exposition unique en son genre. C'est un truc de malade, ça. Vous avez pas c'est quand même malade. Pourquoi qu'ils font ça? C'est plus que décadent. C'est bien que nos impôts. Vous comprenez que nous, nos impôts, déjà, on en paye pas mal trop, là. On prend de l'argent dans vos poches et on va financer des expositions complètement décadentes où des individus se dénudent devant des enfants en décriant leurs privilèges blancs. Et même, apparemment, il y a même une rangée de pénis de couleur. Ah ouais. Et là, les enfants seraient invités à branler des pénis. Ouais, c'est incroyable. Je vous le dis. Puis j'ai demandé à Alexa Lavoie de Rebelle News de me confirmer l'information. C'est elle qui a sorti le fameux reportage. Même Sophie Durocher a repris son reportage. Comme quoi, les médias mainstream, on commence à comprendre que les médias indépendants servent à quelque chose, puis servent la cause du peuple, etc. Et oui, il y a une espèce il y a une rangée de pénis, de dildos, de couleurs, et donc on était invité à se familiariser avec la diversité des formes des pénis. J'ai souvent dit qu'on vivait à une grande vitesse le déclin de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives à une certaine zone de confort où tu t'inventes des histoires, des bébites, parce que tu n'en as pas vraiment. Donc, tu veux essayer d'inventer un nouveau monde, puis là, tu t'en rends pas compte. Il y en a certains qui s'en rendent compte. Les gens plus conservateurs comme nous, on veut garder, il y a des valeurs fondamentales qu'on veut garder, il y a des choses qu'on veut garder, il y a des lignes qu'on dresse, qu'on met dans le sable, puis on dit ça, on franchit pas ça, parce qu'on est ce qu'on est. Nous, on veut, on se le cache pas, moi, je veux revoir ce que... Je veux pas vivre dans ce monde-là, ça m'intéresse zéro. Ce monde-là qui m'est montré sur les réseaux sociaux, je vous le dis, moi, ça m'écoeure. J'ai vraiment un problème. Puis pourtant, je suis quelqu'un de très ouvert, mais je trace une ligne. Et ma ligne, elle est tracée depuis plus qu'un an, presque 2 ans maintenant. Moi, je ne veux plus rien savoir de ça. Mais c'est que là, en ce moment, si on challenge Trudeau, si on challenge ces gens-là, si on challenge les Biden de ce monde, si on challenge tous ceux qui nous amènent, les compagnies qui nous présentent des genres de bouteilles de shampoing couleur arc-en-ciel dans une pharmacie, toutes sortes d'affaires. On passe quasiment pour des arriérés mentaux. On passe pour des gens qui sont pas ouverts, qu'on est homophobes, etc. Moi, c'est ça qui m'écoeure. On n'est pas là. On n'est pas sur les histoires d'homophobes. On est sur des histoires de gens qui sont complètement détraqués. Des gens qui nous font semblant qu'ils sont femmes alors qu'ils sont hommes.
Et il y a des choses de base en science. On va parler de la science tout le long pendant la COVID. On m'a fait de la morale sur la science et c'est des journalistes, pas de maths souvent, qui nous le faisaient. Ce genre de lien-là entre la compréhension de la COVID et la science. Puis il fallait toujours se fier à la science. Mais la science, elle est claire. OK, 1 + 1 = 1. Et un gars qui vient au monde, gars, reste gars. Il peut s'habiller en fille, il peut faire une affaire, mais il restera toujours un gars. Il peut faire ce qu'il veut. Dans la vie, on fait ce qu'on veut. Et une femme, c'est la même chose. La femme vient au monde, elle est femme. Puis elle continue, puis à un moment donné, elle n'est pas bien dans sa peau, puis elle veut s'habiller en gars, puis elle prend des hormones pour avoir une barbe. Ça me dérange zéro. Mais vous ne pouvez pas me faire croire que à la base, elle ne sera pas toujours une femme. Si vous me dites non, elle est devenue homme, et là, on ne peut pas s'entendre zéro. Là. Non, puis je donne des fois l'exemple d'un traitement médical. T'es trans, t'as changé de sexe, t'as le cancer, ton traitement risque d'être adapté à ton sexe d'origine. Oui, exact. Donc, est-ce que tu vas refuser un traitement médical parce que, il serait conçu pour les hommes alors que toi, tu penses que t'es une femme? Ça va loin, là, ce délire-là. Ce déni-là, c'est incroyable. Mais oui, on vit une période de décadence, c'est manifeste. Donc oui, il y a des parallèles à faire avec la chute de l'Empire romain. Donc, une civilisation qui finalement est victime d'un certain confort, qui s'invente des problèmes. Quand on pense que dans les années 70, 80, même 90, on parlait de sexualisation des jeunes filles, Oui, l'habillement très sexy des filles de 12, 13, 14, 15 ans. C'était toute une histoire dans le temps. Là. Regarde, ils ont il y a des articles qui ont été faits là-dessus pendant des décennies. Puis aujourd'hui, on veut sexualiser des enfants de 5 ans. Là. Ah non, mais ça, le faire jouer avec des bisounes en plastique. À un moment donné, ça veut dire... regardez un peu ce qu'il y a dans le miroir. Alors, c'est une décadence, c'est criminel. Non, jouer dans la tête d'enfants, leur faire croire qu'ils sont appelés à changer de sexe, puis finalement, s'ils ne changent pas de sexe, finalement, ils sont un petit peu réactionnaires. Là. C'est criminel. C'est-à-dire, là, on est en train de créer une industrie médicale et pharmaceutique. D'abord, c'est financé par toute une industrie sur le changement de sexe. Les pharmaceutiques sont derrière. On vend des bloqueurs d'hormones. C'est vraiment un commerce. Aux États-Unis, il y a des médecins qui sont devenus multimillionnaires en charcutant des enfants tout à fait sains. Sur le plan corporel, sur le plan psychologique, ils sont un petit peu mêlés, mais c'est le fruit de la propagande. C'est-à-dire qu'on sait c'est quoi des enfants, les parents, on sait c'est quoi des enfants, on sait que c'est des gens c'est des personnes malléables, forcément. Ben oui. Donc, c'est ce qu'on appelle des éponges. C'est la métaphore qu'on emploie souvent en psychologie. Donc, on mêle des enfants, on fait exprès, on détruit des enfants. Non, mais le rapport aux enfants, puis ça s'inscrit aussi dans un certain continuum. Regardez ce qu'on a fait aux enfants pendant la crise sanitaire. On les a masqués, on les a traités quasiment comme des sources de contamination. On les a mis à l'écart quasiment. Vous, les enfants, vous êtes nuisibles parce que vous propagez des virus. Et là, maintenant, ce qu'on fait aux enfants avec le transgenrisme, ça s'inscrit dans une certaine continuité. C'est-à-dire qu'on n'aime plus vraiment nos enfants. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Est-ce que ça peut être réparé? Peut-être. Là, il y a encore une certaine résistance. Mais vous voyez, on est devant une civilisation qui n'aime pas ses enfants et qui même vise à les détruire d'une certaine façon. C'est extrêmement troublant. Le monde ordinaire est quand même assez je dirais, féroce. Parce que regardez là, ce qui arrive à Target, la perte boursière de Target, ce qu'on voit, ce qui arrive à Budweiser, on voit tous ceux qui vont trop loin passent au cash, pas à peu près. À d'autres sens, il y en a qui veulent carrément se faire aimer par je ne sais pas trop qui. Souvent, c'est lié à avoir une bonne réputation dans les médias. Mark Cuban qui disait hier, non, même si Target se fait brasser un peu, c'est une bonne idée, les entreprises doivent aller vers le woke, c'est important, etc. Mais que je trouve bizarre, c'est vraiment, puis parce qu'il est plus proche de nous, là, mais Trudeau, c'est quasiment à tous les jours. Là. Je veux dire, oui, beaucoup de réchauffement climatique, beaucoup trop de réchauffement climatique, mais le côté trans, je sais qu'on est dans le mois, mais quand c'est pas le mois trans, il va y avoir une autre journée quelconque, on a l'impression que c'est ça à l'année. C'est une fixation un peu questionnable, son affaire. Je me demande si en dedans de lui, c'est pas... Ah non, c'est une fixation, c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui a le goût de le faire. Tu sais, d'écrire autant de choses là-dessus. Mettons, à un moment donné, il fait un tweet. Tu dis, OK, c'est le mois, il s'en obligé un peu. C'est le centre de sa vie. Incluant Poilievre, il va le faire. Bon, la communauté trans, on vous souhaite un bon mois, puis on espère que les gens vont vous accepter tel que vous êtes. Donc, quelque chose de traditionnel. Mais lui, c'est quasiment 2 à 3 tweets par jour là-dessus. Non, c'est des activistes, c'est des militants. Comme tu dis, ils sont obsédés. Et j'espère que il va y avoir un retour du balancier.
Parce que ça allait beaucoup, beaucoup trop loin. Et la ligne qu'il ne fallait pas franchir, c'est vraiment les enfants. Là, ils ont vraiment touché de quoi, je te dis. J'emploie le mot criminel. Je pèse mes mots. Détruire psychologiquement des enfants, c'est criminel. C'est criminel. C'est criminel. Il y a des médecins aux États-Unis qui prennent des photos avec leurs patients là, qui viennent de se faire... la mastectomie est l'une des chirurgies plastiques les plus pratiquées aux États-Unis, c'est-à-dire le retrait des seins. Le nombre de trans a explosé. C'est rendu plus d'1 million, là, selon l'agence Reuters. C'est un truc de malade. T'sais, on est vraiment devant une machine de propagande qui est en train de détruire une partie de notre jeunesse. C'est scandaleux, c'est criminel. Non, c'est malade. C'est malade. C'est vraiment le chiffre. Donc, s'il n'y a pas un réveil face à ça, écoute, là, on est vraiment perdu. C'est là que ça va se passer. On est entré en guerre culturelle. Mais regarde, là, tu le vois. Là. Tu vois la manière qu'ils opèrent. Ils ont une recette. Malgré le fait qu'ils sont dans un certain déclin, que de plus en plus de médias comme libremedia.com prend de plus en plus de place. Tu parlais tantôt d'Alexandra avec Rebel News et tout ça. Il y en a de plus en plus aux États-Unis. Ça pilule encore plus. Ouais. Ils ont quand même une recette incroyable. C'est une armée qui est encore très efficace, l'armée des médias traditionnels avec les politicos, pour créer une nouvelle manière de voir le monde, de créer... même, je dirais, une pandémie ou de créer quelque chose où on traite tout le monde de fou, de penser qu'un virus peut arriver d'un laboratoire où ce qu'on étudiait justement des coronavirus. Donc, la minute que vous soulevez ça, ouais, c'est un drôle de hasard. Hey, on va te censurer, etc. C'est une machine qui est vraiment performante. Puis on le voit avec, le changement climatique, on le voit avec les feux, on le voit avec la minute qui fait 30 degrés une journée. C'est la folie pure. Mais ça, une fois que c'est implanté, ce système-là, parce que moi, je pense que elle est là, la game. T'sais. Ils font ce qu'ils veulent, que ce soit le côté woke, que ce soit le climat, que ce soit... Peu importe ce qu'ils prennent, ils réussissent, en tout cas, peut-être pas comme avec des gens comme nous autres, peut-être pas comme avec des pirates, comme des gens plus allumés, mais pour une majorité de gens, tu sais, tantôt, je parlais de dire, voyons, une femme, c'est une femme. Je veux dire, 1 + 1 = 2. Ça n'égale pas 5. Ça n'égalera jamais 5. Une femme qui est née avec elle-même, si on fait n'importe quoi, elle va finir quand même, à sa mort, ce sera une femme. Oui, elle aura fait des choses à son corps. Oui, elle aura pris des pilules. Oui, elle aura pris, je ne sais pas, un moyen d'avoir du poil d'en face. Peu importe. Mais elle va finir par être une... Mais eux réussissent, malgré tout ça. Ils réussissent à arriver à de quoi? Vers quelque chose vers lequel... Moi, ça m'impressionne et ça m'intrigue en même temps. Ouais. Et ça me fait peur. C'est toute une machine, effectivement, de propagande. Mais est-ce que la société officielle va être capable de garder son monopole? Il y a la société officielle et la société officieuse. Hein? C'est-à-dire la société officieuse, c'est les radios pirates. Le mot pirate, c'est quelque chose de clandestin. C'est-à-dire tout ce qui est... La société souterraine est là, si on peut appeler ça comme ça, et la société, tu vois, des médias traditionnels s'effrite. C'est-à-dire il y a des gens qui sont à la télévision quasiment tous les jours et qui sont moins connus que toi, Jeff Fillion. Tu comprends? Moi aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais plus d'abonnés sur Twitter que le maire de Québec. Ouais. Je ne sais pas si c'est encore le cas, là, mais au début, quand même, le gars était quand même fait sa campagne électorale. Oui, et je pense que j'ai encore plus d'abonnés sur Twitter. Il est dans le journal à tous les jours. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais regardez quand même comment les médias indépendants sont en train, toi, tu étais précurseur là-dedans, mais sont en train quand même de prendre un espace. Et là, les grands médias se sentent menacés, ils sentent que leur hégémonie est menacée. Même chose pour les politiciens qui se sentent, qui ont peur, hein, d'ailleurs, depuis la pandémie. On sait qu'au Québec, on a déployé plus de moyens là, pour protéger nos policiers, dans le premier ministre, qui a à peu près 20 gardes du corps, qui est plus protégé même que Justin Trudeau. De quoi ont-ils si peur que ça, nos politiciens au Québec? Il y a une grogne quand même, il y a un fond de colère. Donc, c'est ça. Puis quand on voit les lois C11, etc., on sent que c'est un combat un peu d'arrière-garde, celui de la société officielle. Et peut-être que c'est l'heure de la société officieuse est arrivée. Et ce qui arrive, c'est que la société officieuse peut remplacer la société officielle. Est-ce que tu penses que l'histoire, dans ton dernier point, je suis content que tu nous en parles parce que c'est un sujet qui ne doit pas mourir après 3 jours. Mais de voir que le gouvernement est intervenu dans un rassemblement religieux où dans le menu, il y avait des discussions sur l'avortement. La rencontre devait se faire dans un building para-gouvernemental qui est le centre des congrès. Et quand la ministre Proulx a été avisée de ça, elle a empêché l'événement d'avoir lieu dans un building. Et là, j'ai vu, pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait quelques Québécois, incluant des gens des médias, qui ont dit « Wow, 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 moi je suis pour l'avortement, là,
La question n'est pas là, le point n'est pas là. Bon, les plus caves n'ont pas encore allumé sur ce point-là, que ça n'a rien à voir avec l'avortement et le sujet. Mais il y a des gens qui se sont réveillés. Malheureusement, pas de politiciens ben. Et oui, quelques membres des médias, on aurait aimé que la majorité se réveille. Mais j'ai senti chez le monde qui dorment un peu depuis la COVID, manipulés comme ça se peut pas. Et là, ils ont dit, wow, la CAQ devient de plus en plus des dirigeants autoritaires. Oui. Et quand on s'en va sur ce chemin-là, on le sait depuis la COVID qu'ils sont sur ce chemin-là. Là. Il y a des gens qui disent « Hey, c'est pas mal radical quand vous dites qu'ils sont autoritaires. » Non. Regardez l'évolution de ce gouvernement-là. Regardez l'évolution de l'équipe de Legault. Et qu'est-ce qui arrive là? C'est parce qu'un jour, ce que les gens ne comprennent pas, puis tu le sais encore plus que moi, j'imagine, c'est que ce sera le tour de quelqu'un d'autre, puis ça n'aura pas rien à voir avec l'avortement. Tu vas dire, comment ça se fait qu'on est rendu là? Ben oui, mais c'est parce que il y a des précédents. On crée des précédents. C'est ça, on crée des précédents. Quand tu t'es pas levé quand le groupe voulait parler d'avortement, tu t'es dit, moi, c'est un sujet que j'aime pas, puis je suis pour le libre choix, puis l'avortement, je veux plus qu'on en parle, alors que c'est pas illégal d'en parler. Ben, tu as décidé de prendre ton trou. Et là, aujourd'hui, c'est le tien qui est touché, puis là, tu voudrais qu'on réagisse. Mm-hmm. Mais ce qui m'a fasciné dans cette histoire-là, d'abord, évidemment, c'est un geste de censure complètement inacceptable de la part du gouvernement, ça c'est clair. Mais comme à quel point le Québec est dans sa bulle, encore une fois, c'est-à-dire un groupe chrétien évangélique. Tu sais, au Québec, on a un rapport très conflictuel avec la religion, mais tu te dis, tu sais, les chrétiens évangéliques sont des millions dans le monde. Ils sont en train de supplanter les catholiques. Puis toi, ça t'étonne tant que ça qu'il y ait un groupe chrétien qui veuille parler, s'exprimer, tenir un événement. À quel point le Québec vit dans sa bulle. Je veux dire, ces gens-là existent. Il y en a plus qu'on pense. Ils sont derrière l'élection de Bolsonaro au Brésil à l'époque. Ils se multiplient au Mexique. Ce sont des gens qui sont des millions. Donc, vous pouvez bien faire comme s'ils n'existaient pas, mais ces gens-là existent. Donc, les censurer comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent que ça peut donner, s'ils vont réussir à les faire taire. Mais au-delà de ça, là, moi, je suis pour le libre choix. Que les femmes décident. J'ai un problème après 20 semaines. J'ai carrément un problème après 20 semaines. J'ai même un gros problème après 20 semaines. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Que quelqu'un me dit, moi, là, je suis pro-choix à l'os, puis même si 1 heure avant l'accouchement, parce que ça va me déranger un peu, là, mais je vais dire, c'est son idée à elle. Puis que quelqu'un me dit, pour moi, l'avortement, c'est un meurtre, puis c'est non. Ben, je suis capable d'entendre ça. Là. Je veux dire, c'est pas, c'est pas un scandale. Là, non, puis le point, c'est que la moitié de l'humanité doit être pro-vie. C'est ça mon point. C'est-à-dire, vous pouvez bien penser au Québec, on est tous pour la laïcité, puis le féminisme, puis je sais pas trop quoi, mais vous comprenez que c'est une position qui existe dans le monde. Donc, vous pouvez bien faire comme si elle n'existait pas, mais elle existe. C'est la moitié de l'humanité. Ben oui. Puis si c'est un groupe musulman qui avait voulu tenir cette conférence-là, est-ce qu'on aurait été raciste d'interdire? Les musulmans ne sont pas plus pro-vie que les chrétiens, comprenez-moi bien. Là. Même chose pour les Sikhs, même chose pour les Juifs orthodoxes, même chose pour à peu près tous les groupes religieux dans le monde. Puis les religions n'ont pas disparu. Au Québec, on sait, nous, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. On a remplacé l'Église par l'État. L'État est la nouvelle religion. Mais allô, là, c'est parce que bienvenue dans la réalité mondiale, c'est que la moitié de l'humanité est pro-vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui l'invente. Donc, tu peux bien dire que toi, ça te tente pas mais c'est ça, la réalité. Donc, il va falloir que tu composes avec des gens qui n'ont pas le même avis que toi. Ce sujet-là, très émotif, on dirait qu'on n'a aucune maturité. Hey, es-tu pour la peine de mort? Moi, je suis personnellement pour la peine de mort. Bon. Hey, mais il y a un consensus qui dit au Québec qu'on n'est pas pour la peine. C'est pas vrai. Là. On va avoir un vrai sondage fait avec du vrai monde. Là. Laisse les journalistes, puis vous allez voir que la peine de mort, les gens sont c'est dans ta tête, ton consensus. C'est ça. C'est un sondage rapporté par le National Post. 70% des Québécois, selon ce sondage, s'opposent à des avortements de 3e trimestre. C'est clair. Bon, 70% selon le National Post. Puis regarde, moi, je suis pro-choix parce que c'est à la base de ma vie là, de le dire. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. C'est liberté, entre guillemets. Mais je veux dire, c'est un sujet avec lequel on est très mal à l'aise quand même. Là. Même si on est pro-choix puis qu'on veut que les femmes soient en contrôle, c'est un sujet, tu sais, on le voit, le petit bébé, même à 17 semaines, puis il arrive de quoi. Puis c'est des affaires que... Tu sais, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a du plaisir à parler de ça. Puis, non, c'est tel. Donc, c'est un sujet très émotif. Puis qu'il y a des gens d'un côté comme de l'autre, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de grave là-dedans. Mais de voir que le gouvernement dit non, c'est un dossier qui est réglé au Québec, l'avortement, etc. C'est pas vrai pas tout. Il n'y a rien de réglé là nulle part.
Et le pire, c'est qu'on parle d'avortement, mais la conférence ne portait pas sur l'avortement. C'était un des sujets. Non, mais donc, c'est vraiment un prétexte. Écoute, on n'aime pas ces gens-là. Ils ont de l'air un peu radicaux dans leurs croyances. On les censure. Puis vous, le gouvernement du Québec, vous n'étiez pas une bande de radicaux durant la crise sanitaire? C'est quoi le radicalisme? Ça dépend, là. Ben, moi, je dois te dire que la réaction qu'ils ont eue des mettre dehors de cette manière-là, j'ai trouvé que les plus radicaux des deux, c'est probablement eux autres. Là. La chose qui a ressemblé le plus à de l'extrême droite au Québec dans les 50 dernières années, c'est le gouvernement Legault durant la pandémie. Oui. C'est ça qui s'est rapproché le plus d'une extrême droite. Une extrême droite sanitaire, mais c'est ça, un gouvernement Exactement. de tendance autoritaire, de tendance dictatoriale, un parti unique. Donc, arrêtez de nous faire des leçons sur l'extrême droite un petit peu, là. Oui, mais je trouve que la loi 96 est quand même assez saucée aussi. Hein. Jerry? C'est drôle parce que tout le monde qui veut l'enlever, justement, puis il y a beaucoup de monde de même, qui veulent enlever la religion de la vie, dont on dit des gens, à être le moins religieux possible. Ça fait des clashs. On l'a vu, les clashs entre Trudeau assis à même... T'as Trudeau sur une chaise avec Mélanie sur l'autre chaise. M'excuse, mais c'était comique. Ça, bon. Non, mais c'était fantastique. Ces deux personnes, qui représentent des pays industrialisés, ces deux personnes qui, à peu près du même âge, grosso modo, mais là, t'as un gars qui est complètement weirdo, comme on va dire. Le gars, il est flyé, on dirait qu'il arrive d'une autre planète, puis t'as quelqu'un de très terre à terre, du côté de la famille. Ça fait aller avec la famille. Là. On s'entend-tu? Là? Le mot familia, là, je pense que dans tous ses discours, je pense qu'il y a 1 million de fois qu'elle le dit, mais ça veut dire à un moment donné, tu as un clash entre ces deux personnes-là. Mais ce clash-là, là, on le vit ici même. Guerre culturelle. Oui, mais qu'est-ce que tu dis là? Moi, je suis beaucoup plus à l'aise comme personne. Regarde, je suis ce que je suis. Là. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec la madame en Italie qu'avec le gars bizarre à Ottawa, là. Ben oui, puis pourtant, moi, je ne suis pas... C'est-à-dire, moi, je suis chrétien dans le sens que j'ai été baptisé, mais moi, je ne vais pas à l'église le dimanche, là. Non, puis... Mais Mélanie, moi, c'est... Je suis beaucoup plus proche de Mélanie que de Trudeau. Ben voilà. Les superstitions, là. Tu sais, je veux dire, au Québec, on aime ça maintenant. On rit un peu, on rigole des traditions, puis... J'avais un ami, une fois, qui me faisait une réflexion. Hey, tu vois que ta femme à la messe pour Pâques, au Mexique, à Oaxaca, on allait à la messe de Pâques. Puis il se moquait un peu de ça. Mais écoute, toi, tu es en train de te laver les mains 50 fois par jour avec ton Purel, là, comme si c'était de l'eau bénite. Fais-moi pas la leçon. Vous êtes dans la pure superstition. Pensez-vous que c'est plus brillant rester enfermé 2 ans comme des innocents? Oui, le pape, c'est pas plus brillant votre affaire qu'aller à la messe de Pâques. Je peux vous le dire. Fait que faites-moi pas la leçon avec votre grande laïcité, sérieusement. Bref. Oui, regarde, c'est une bonne conclusion, je trouve. Jérôme Blanchette, Gravel. Oui. Hey, Jérôme, tu passes ça plus souvent. Tu es à Québec, libremedia.com. Quand est-ce qu'elle sort l'entrevue? Avec Berkoff dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Libremedia.com. Est-ce que Berkoff a perdu sa job à Sud Radio puis il l'a repris? Ou non. Non, il n'a pas perdu. Non, jamais. Il s'est pas fait taper ses doigts à un moment donné par les boss? C'est pas ce qu'il nous a dit. Puis Sud Radio pourrait, je pense, difficilement se passer dans les Berkoff. Je comprends. C'est quand même lui qui doit drainer une grande majorité d'auditeurs. Exact. Mais c'est la vedette de ce c'est média-là. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live, en ce mardi. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Libremedia.com, libre-media.com pour les gens qui veulent avoir des nouvelles avec un angle complètement différent de ce que les médias traditionnels vous proposent. Et Jérôme Blanchet-Gravel, qui est de retour, a venu faire un tour en studio la semaine passée, de retour du Mexique depuis quelques temps, justement pour ce beau projet qui est Libre Média. Tu as dû aimer... dans l'histoire du dossier Russie-Ukraine, puis de ce qui s'est passé avec le groupe Wagner en fin de semaine, tu as dû aimer la vision de Elon Musk, Jérôme, qui disait, suite je dirais, à la couverture, d'abord complètement disjonctée des médias qui ont tripé sur un gars très bizarre pendant quasiment 24 heures de temps, et qu'on s'est rendu compte finalement que la meilleure couverture a été faite carrément par c'est un citoyen. Là. Je comprends que le gars, c'est pas un 2 de pique, là, mais je veux dire, c'est quand même un citoyen qui a été sa coche tout le long. Et Elon Musk a dit, écoutez, ce qu'on vient de voir là, c'est qu'on vient de voir que d'ici 2 ans,
les gens vont trouver plein de personnes comme lui. Puis, quand il va arriver des événements, ils ne se retourneront plus comme avant vers la télévision. Ils n'iront plus voir CNN. Ils n'iront plus voir le New York Times. Ils vont se tourner vers des journalistes citoyens. Puis c'est un peu ce que vous faites à Libre Média, en fait. Hein? Oui, on peut dire ça. Oui. Non, écoute, les médias traditionnels, on en parlait justement il y a 2 semaines en studio, sont en décalage par rapport à ce qui se passe. Et ils sont de moins en moins efficaces. C'est-à-dire qu'il y a une paresse aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par intérêt, suivent eux-mêmes l'actualité internationale. Il y a toute une constellation de chaînes sur Telegram, par exemple, l'application russe, où il y a des gens, effectivement, qui sont suivis par 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 personnes et qui, un peu des geeks, on peut dire, des geeks qui suivent ça toute la journée et qui nous informent. Et des fois, c'est très solide. Ça peut être très, très, très solide. Donc, il y a plusieurs sources d'informations aujourd'hui. Puis les médias traditionnels, évidemment, ils ont une vision de la Russie qui est très idéologique. On a 2 côtés qui sont très propagandistes. Et la vérité, la première victime de la guerre, hein, et c'est très difficile. En fait, moi, je savais pas ce qui se passait avec Prigojine. Il a fallu attendre. Et encore aujourd'hui, est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé? Pas sûr qu'on puisse prononcer à 100%. C'est compliqué. Non, c'est très compliqué. Très compliqué. Je sais que tu as aimé les tweets du prof Caron pendant l'histoire, pendant le week-end. L'autre personne que j'ai nommée hier, qui a été pas mal la référence sur Twitter, puis je vais la redonner parce que des gens hier m'ont dit hey, je veux savoir c'est qui, je vais aller le lire un peu. Donc, Mario Nawfal, donc Mario, le Mario, le nom qu'on connaît, le prénom qu'on connaît. Nawfal, c'est Nawfal. C'est lui qui a été, puis encore là, il fait toujours l'analyse suite à. Hier, il y a eu un premier discours c'est un deuxième discours, mais je veux dire, c'est un premier discours depuis la fin du coup d'État, parce qu'il y en avait eu un pendant, là. Donc là, ça a été le premier de l'après. Et on a vu le ton de Poutine là-dedans et tout, mais je suis d'accord avec vous autres, c'est que j'ai pas l'impression qu'on connaît toute la vérité anyway. C'est parce qu'il y a bien des choses probablement qu'on ne sait pas, puis que juste les proches qui peuvent le savoir. Puis on ne connaît pas le futur non plus, vers où il va s'en aller, qu'est-ce qui va arriver, sa vie est-elle en danger, comment les... Donc, comme une guerre dans une guerre, hein? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, c'est comme une surenchère actuellement de l'hypothèse la plus originale. Il y a certaines personnes qui aimeraient y voir un sens un peu caché, qui sont convaincus que c'est une mascarade de la part du pouvoir russe. Donc, ce serait vraiment un coup de théâtre et ce serait c'est un coup monté. Donc, Prigojine, finalement, serait encore un ami, un proche de Poutine. Et toute cette manœuvre-là servirait à un déplacement de troupes stratégiques vers Kiev. Honnêtement, je trouve que c'est s'avancer beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que les gens se sentent trompés par les grands médias, se sentent trahis par leur gouvernement en raison de la pandémie. Donc, ça a créé un climat social de grande méfiance envers les médias et les gouvernements. Mais malheureusement, il n'y a pas un sens caché à tout, malheureusement ou heureusement. C'est-à-dire que là, parmi les gens qu'on appelle complotistes, entre guillemets, là, je trouve qu'il y a des gens qui exagèrent nettement. Là. C'est-à-dire que Libre Média, d'ailleurs, s'est fait dire hier qu'on était pas assez pro-russe pour certaines personnes. Ça m'amuse beaucoup après l'entrevue avec le prof Caron. Donc, il y a des gens qui aimeraient que ce soit un coup d'État, pas un coup d'État, un coup de théâtre. Mais on ne le sait pas. C'est-à-dire que... Mais qu'est-ce que tu parles? On a parlé tantôt sur Prime. On était avec un invité, Max Gold, qui est avec nous autres, qui lui a aussi une vision. Tout le monde a sa vision sur cette histoire-là, de ce qui est arrivé en fin de semaine ou encore le conflit en général. Mais il y a toujours eu du monde flyé. Est-ce qu'il y en a plus avant? Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait avant avec, je dirais, l'explosion des médias puis que les gens trouvent... Ils sont tellement perdus. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans une religion, puis cette religion-là est bannie. Pensez pas qu'il va devenir athée ou qu'il va être laïque, qu'il va se trouver un autre culte religieux quelque part. Quelqu'un qui a une dépendance quelconque, vous allez voir que ces gens-là, souvent, qui ont une dépendance envers une chose, quand ils vont réussir à contrôler la dépendance qui leur nuit, cette personne-là va trouver une autre dépendance quelque part. Ça peut être complètement l'opposé de l'autre, mais il va avoir une dépendance. Et de ce qu'on voit en ce moment, c'est ça. C'est beaucoup de monde
qui sont comme perdus parce qu'ils ont été abandonnés. Ça s'est passé pendant la COVID, il ne faut pas se le cacher. Ils étaient des pro-médias. Ils étaient même des caquistes, probablement. Et là, ils se sont sentis complètement pilés d'en face par ces gens-là, avec des bottes capées dans le visage, voyez donc. Puis ils se sont dit, un peu, vers quoi je me tourne? Et là, ils sont partis complètement de l'autre côté. On peut dire, oui. Puis ça, je ne peux pas leur en vouloir. Je peux pas leur en vouloir, Jérôme, parce que, tu sais, c'est très saucé dans quoi ils sont. C'est sûr que c'est inquiétant si ça dure longtemps puis si ça va dans les théories les plus loufoques que vous ne pouvez pas avoir. Mais je les comprends d'une certaine manière. Ils ont perdu la foi complètement. Ils ont perdu la foi. Puis là, quand tu perds la foi, tu n'as plus de guide, il n'y a plus de base sur laquelle tu peux t'accoter. Et le bon parleur peut t'amener quelque part que tu n'aurais jamais pensé aller. Mais c'est ça qu'on voit. C'est très dangereux. C'est très dangereux, mais c'est zéro surprenant. Et tout ça part de l'excès COVID que ces gens-là, autant les médias avec le pouvoir, ce qu'ils ont fait vivre au monde, ils sont responsables de ça. Puis on ne peut pas s'en réjouir. Là. Non, c'est ça. Écoute, tu parles de sorte de religion de substitution. Mais c'est un autre extrême. C'est ça. Il y a comme une surenchère. On essaie d'y aller avec l'hypothèse la plus séduisante, la plus sexy, mais dans la guerre, dans l'histoire, en général, il y a des hypothèses qui sont plates et qui expliquent des choses. C'est-à-dire les hypothèses les plus sexy ne sont pas toujours les bonnes. Et ça se pourrait, je le disais un peu à la blague, mais ça se pourrait que Prigojine elle soit partie sur une brosse, ait décidé de partir en guerre contre l'armée russe parce que le gars est sous-mort à 3 heures du matin puis il a bu 5,26 onces de vodka. On est en Russie en passant, là, vous comprenez, c'est des gars qui sont sur le front, qui sont tirés dessus à temps plein depuis 6 mois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Prigojine? T'sais, l'histoire est faite aussi de passion, de coups de tête. Donc, ça se peut que le gars ait viré une brosse. Ça se peut. Je veux dire, l'histoire est faite comme ça. Et que le gars, mais pourquoi on est obligé de prendre un camp? Il y a ça aussi. C'est pas nécessairement notre guerre. C'est une guerre de sécession qui concerne surtout le monde russe. Bien évidemment, les États-Unis aussi, le monde occidental qui est embarqué là-dedans. Mais c'est une sorte de guerre de sécession entre... je ne veux pas dire russophone parce que les Ukrainiens ne parlent pas tous russe, mais entre Slaves, en fait, c'est une guerre de sécession, une sécession dans le monde orthodoxe. Et c'est un peu ça, comme ça qu'ils le voient là-bas. Donc, c'est un peu comme le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il faut absolument se positionner à chaque fois que ça se tape dessus là-bas, dans la bande de Gaza? Je ne sais pas. Mais tu poses la question, Jeff, elle n'est pas mauvaise, là. Pourquoi il faut se positionner absolument? Surtout quand on n'a pas les éléments, puis qu'on sait que la propagande à côté des deux côtés. Oui, ben oui. Donc, c'est très difficile de se prononcer. Et moi, j'ai attendu toute la fin de semaine avant de dire quelque chose là-dessus. J'en ai aucune idée. Même Anne-Laure Bonnel, qui est notre correspondante à Paris de Libre Média, qui est allée régulièrement en Ukraine, dans le Donbass, qui a été connue pour ses reportages de guerre dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, une spécialiste du monde russe, et qui, toute la fin de semaine, j'y parlais et ne voulait pas se prononcer parce qu'elle ne savait pas. Donc, tu sais, des fois, il faut juste être humble puis dire, ben, on le sait pas. Tu sais, au lieu d'avancer n'importe quoi, et puis de dire que le prof Caron est peut-être trop pro-OTAN, c'est un peu spécial, là, le prof Caron qui est loin d'être un bien-pensant. Ouais. Donc, quand il y a des gens comme le prof Caron qui se font dire qu'ils sont peut-être du côté des grands médias, tu dis, là, faites attention. Là, il y a des gens qui un peu dérapent, là. Il y a des esprits libres. Et là, on parle pas de Patrick Lagacé. Là. Si Patrick Lagacé, lui, bon, il y a une hypothèse sur Prigojine, on comprend que c'est pas très sérieux. Mais là, prof Caron, installé au Kazakhstan, spécialiste aussi à sa façon du monde russe, des ex-républiques soviétiques. Donc, un peu d'humilité face à l'incertitude. Quand on sait pas, on sait pas. Puis c'est ça. Ça se pourrait que le gars, Prigojine, qui ressemble au chef d'un cartel de la drogue mexicain, a décidé de faire volte-face en lendemain de veille. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Puis Dieu sait qu'il y a de l'alcool puis des trucs comme ça dans le monde russe. Et je dis pas que je veux pas y aller avec l'hypothèse alcool, on s'entend, mais c'est un exemple. C'est-à-dire que... La théorie de un vaut la théorie de l'autre. Là. C'est un peu ça ce que tu veux dire. Mais ce qui est un peu comique, ce qu'on l'a vécu en fin de semaine, c'est que un groupe paramilitaire privé, on va mettre une parenthèse, des méchants sauvages, soudainement étaient devenus des bons garçons.
parce que OK, ils vont aller chercher Poutine puis ils vont le descendre. Puis là, c'était... ils sont bien extraordinaires, eux autres. C'est-à-dire, soudainement, des fous furieux qui ont fait des massacres en Centrafrique puis à plusieurs places en Afrique, c'était devenu quasiment nos amis. Oui. C'est quoi cette histoire-là? Et de là... Les pro-Prigogine, puis c'est vrai, la presse, ils commençaient à le trouver un peu brillant. Ah oui. Parce que Prigogine avait dit que finalement Poutine s'était trompé. Mais il faisait la distinction. Hein. Il y a aussi cette distinction-là qu'on comprend mal. Mais c'est de là l'histoire. Quand je vous dis que je reviens avec la COVID. Donc là, quelqu'un qui est en crise contre les médias depuis la COVID, il est en crise. Il en fait. Moi, je reçois des messages. Il fait 30 degrés soleil. Je reçois des messages sur mon Messenger de gens qui m'envoient du stock depuis des années. Là. Puis pas un et deux. Là. Plein de monde m'envoie. Je réponds pas, je regarde pas. Je me dis, mais voyons, ils vont-tu tanner? Ils vont-tu voir qu'ils m'envoient ça pour rien? Mais ça l'a fait énormément de dommages, l'histoire de la COVID. Tu es à 30 degrés en dedans, puis tu es encore en train d'envoyer des vidéos louches de des histoires que je comprends pas trop. Le monde est vraiment magané. Là. Ça a magané beaucoup de monde. Et là, médias qui ont aidé le gouvernement à nous crisser dans les maisons et à nous forcer à avoir un vaccin de marde. Donc, à partir de là, le média qui est pro-Wagner puis qui est contre la Russie, la majorité des gens savent très bien que s'ils étaient en Russie et qu'ils avaient des idées un peu cinglées de même, ils sont russes, probablement qu'il y a quelqu'un de l'armée russe qui arrive et qui est calme parce que même s'ils trippent sur Poutine, pas certain que Poutine leur laisserait cette liberté de pouvoir exprimer autant de choses un peu flyées sur les réseaux sociaux. D'après moi, là, il y aurait quelque chose qui n'arriverait pas. Mais ils sont tellement sacrement après les médias que eux autres, ils se braquent automatiquement et ils se disent pour qui prend les médias que j'ai? Ah, ils prennent pour l'Ukraine. Ah, ils prennent pour l'OTAN. Ah, ils prennent pour Wagner. Moi, je prends pour l'autre. Dans le fond, c'est pas nécessairement prendre pour l'autre. C'est une réaction contre ceux qui détestent à mourir. Oui. Puis Poutine, évidemment, est un anti-woke. Et c'est ça, souvent, Vladimir Poutine s'adresse non pas au peuple russe, mais directement aux Occidentaux. Il y a des discours qu'il fait. Il y a des parties de discours de Poutine qui sont stagées, préparées pour un public occidental pour convaincre des gens de sensibilité conservatrice que finalement, l'Occident est réellement décadent. Et c'est vrai qu'il l'est. C'est-à-dire Poutine a raison des fois de dire que le mouvement trans... Il y a des parties du discours de Poutine que j'aime, mais je ne suis pas pro-Poutine à cause qu'il parle anti-woke puis quand il décide de... Moi, je me fais quasiment harceler de ne pas prendre de camp. Tu sais... oui, je les ai vus, les seringues, être changées pour des drapeaux de l'Ukraine. Bon, regarde, c'est le même. OK, parfait. Mais j'ai vu aussi l'autre camp être anti-seringue, puis à la picoune, puis la piquette, puis la ci, puis la ça, automatiquement devenir... C'est pas plus brillant. Tu sais, je veux dire, les gens d'un côté sont extrêmement bizarres et émotifs, et l'autre de réagir à ces gens-là, moi, je me dirais, regarde, tirez-vous un rang. Respirez par le nez. Il n'y a rien de mieux que la paix. OK? Si vous voulez quelque chose, là, distancez-vous des médias et distancez-vous de cette gauche bizarre qui a été supposément, c'est une gauche qui a des belles valeurs humaines. C'est des gens. Mais moi, la gauche que je connais comme ça, là, qui date des années 70, c'est la gauche qui. On fait l'amour avec tout le monde, il n'y a pas de condom, on fume des cigarettes, on fume du pot, on prend de la bière, on écoute de la musique, puis on tripe sur l'apparition de John Lennon et de Yoko Ono, Reine Elisabeth à Montréal. C'était ça, avec le logo, puis la patente de Volkswagen là, avec le logo dessus. C'était ça, la gauche. Aujourd'hui, la gauche et les médias veulent plus de guerre. Oui, écoute, soyez anti-guerre, vous allez être contre les médias. C'est rendu que la gauche est pour le complexe militaro-industriel aux États-Unis. T'sais, c'est vraiment un renversement du clivage qui est fascinant. T'sais, vous comprenez, là, la gauche elle est avec le complexe militaro-industriel. Pensez-y, Noam Chomsky, la gauche latino-américaine, tout le monde est contre ça, le complexe militaro-industriel à gauche, là, jusqu'à tout récemment. Mais déjà, Hillary Clinton, ses discours contre la Russie durant sa campagne contre Trump, c'était hallucinant. Le niveau de délire, le niveau de hargne, c'est-à-dire... Bon, mais ça part de ça aussi en plus.
Il y a du une Trump à hystérie. travers. Il y a du Trump, les histoires russes à travers. Il y a tout. C'est une méchante soupe. Une soupe à la merde. C'est carrément ça. Alors que. Il y a vraiment une crise d'information. Tu sais, on en vraiment, vient. vraiment. C'est ça le point qu'on développe aujourd'hui. On est devant une crise d'information de part et d'autre qui a été évidemment alimentée par toute la crise COVID, puis une perte de crédibilité incroyable des grands médias, puis qui sont... c'est ça, il y a une espèce d'implosion du système de l'information, là, comment dire ça. Les gens sont désorientés. Et on n'est pas obligé de prendre un bord. On va le redire encore. On n'est pas obligé de prendre un bord. Moi, j'en ai rien à foutre de la Russie. J'en ai rien à foutre de l'Ukraine, dans le sens que, regarde, la guerre, j'ai ça à mourir. Mais ceux que j'ai dans le cul encore plus, c'est même plus que Poutine et l'Ukraine, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique, qui est mon deuxième pays dans un sens, parce que j'ai une résidence là, puis j'ai été là plus souvent qu'à mon tour depuis 35 ans ou à peu près. Le comportement des Américains pour essayer de déstabiliser telle affaire, puis d'encourager on the side une guerre qui va durer encore probablement comme toutes les dernières qu'on a eues, basée sur à peu près rien, qui va durer encore une dizaine ou une douzaine d'années. On va brûler du cash à pu finir, puis que finalement, à la fin, personne ne va gagner absolument rien. Ça, moi, ça commence à être mon bug à moi. Moi, l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, on était bien avec Trump. Avec Trump, on n'avait pas de guerre. Il n'en voulait pas de guerre. Mais là, ça a l'air que c'est Trump le cap, ça a l'air que c'est Biden le king. Mais moi, je ne comprends plus rien là-dedans. Là. Incroyable. Mais dans le fond, c'est ça. On est dans une impasse. Probablement qu'on va juste revenir comme aux accords de Minsk de 2014. C'est les fameux accords qui, dans le Donbass... D'ailleurs, c'est toujours, ça m'amuse beaucoup, mais les médias ont cru que la guerre avait commencé en février, fin février 2022, ou c'est 2021, ou en tout cas il y a un an, alors que la guerre avait commencé en 2014 dans le Donbass. Exact. Donc là, tout le monde avait appris tout d'un coup que il y avait une guerre, puis ils ont découvert aussi les médias russes, puis du monde qui avait aucune idée c'était quoi RT, tout ça, qui de tout d'un coup c'est devenu le diable incarné ces réseaux-là, alors que bon, personne ne savait c'était quoi, des Richard Martineau qui d'un coup, oh mon Dieu, Sputnik, c'est vraiment épouvantable. Ben oui, c'est parce que ça fait c'est l'agence de presse russe qui roule depuis l'Union soviétique. Bienvenue dans le monde. Là. Oui. En tout cas, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Et pour revenir à Wagner, c'est sûr que l'image de la Russie est entachée gravement, ne serait-ce que par l'emploi de ce genre de groupe-là. Tu regardes juste la face du personnage. Avec son casse trop grand. Qui a l'air d'un espèce de dogre alcoolique. C'est vraiment comme si le cartel de Jalisco était intégré à l'armée mexicaine. C'est vraiment n'importe quoi. Il faut vraiment que le groupe Wagner soit extrêmement efficace pour qu'on ait toléré simplement son existence, tellement que ça donne une image négative de la Russie à l'échelle mondiale. L'image d'un gouvernement mafieux qui fait plein de passes finalement pour ses intérêts. Donc, oui, il y a eu des groupes paramilitaires, il y en a beaucoup qui existent, puis il y en a eu qui ont combattu pour les Américains en Irak, tout ça. Mais le Wagner, il n'est pas chic. Là, je ne sais pas comment ils font s'en remettre, disons, en Occident de cette image-là de gros bandits, sa boisson sur le front. Moi, ça m'étonne un peu. Ça me choque un peu aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de vulgaire. C'est un personnage extrêmement vulgaire, Prigojine. Là. Et c'est pour ça que l'élite russe n'embarquera jamais dans le jeu de Prigojine parce que l'élite russe est beaucoup trop raffinée pour un personnage aussi vulgaire que Prigojine. Donc, les médias qui ont cru que Prigojine pouvait rallier l'establishment russe, oubliez ça. Vous ne comprenez pas que les gars sont à l'opéra, ils boivent de la vodka à 300 € la coupe. Oui. Et pour eux, Prigojine, c'est un hostie de gros colon, point barre. Là. Oui, c'est ça. Hey, pour finir, Jérôme, juste un petit mot vite sur la panique autour de la qualité de l'air et des feux de forêt. C'est quand même un peu pathétique. Quelle belle journée on a eue en fin de semaine, malgré le haze, si on peut le dire en anglais, donc malgré un genre de brouillard. C'était tout à fait normal. Moi, j'ai fait un paquet d'activités. J'ai sorti le matin à 6 h, puis j'ai rentré à 9 h le soir sans aucun problème. Quand on était en santé, il n'y avait pas de problème là. Mais c'est encore une fois, c'était la game de la santé publique, de revenir un peu à une attitude de COVID. Et on parlait de masques et de toute la folie. Là. On l'a encore vécu. Et on voit que c'est quelque chose qu'ils ont goûté. On a un chien qui a goûté le sang. On voit que le gouvernement a goûté à ça pendant la COVID. Et régulièrement, ils vont vouloir tendre vers ça maintenant sur toutes sortes d'anxiétés préprogrammées par eux autres. Ben c'est ça. Soyons clairs. Il
il y a des écologistes qui rêvent de confinement climatique. Oui. Ça m'apparaît très clair. Et la tentation est là. On le voit. Aujourd'hui, la presse qui interroge des porte-paroles de festivals pour savoir si les festivals ont pensé à finalement interrompre, à annuler leurs activités, leurs spectacles, parce que en raison de la qualité de l'air. Je ne sais pas si vous avez vu cet article. Donc, on met l'idée, on emmène l'idée que c'est dangereux être dehors, c'est dangereux respirer l'air du Québec. Dans la même logique, la logique d'un confinement, l'intervention de Valérie Plante aussi, vous l'avez vu, où elle invitait les gens à rester chez eux à l'intérieur. C'est quand même assez frappant. Puis les parallèles sont là. Les gens sont bien tannés qu'on parle de. Mais le rôle encore une fois, le rôle des médias, encore une fois, le rôle des médias est particulier parce que quelqu'un m'a écrit hier, il m'a dit j'étais en Gaspésie pour un tournoi de soccer en fin de semaine. Je connais plein de monde dans ce coin-là. On joue au soccer, grosse journée ensoleillée, très chaude, samedi. Petite brise correcte, là, mais tu sais, ça sentait un petit peu un peu la boucane, mais ils ont fait leur tournoi, ça a bien été. Le lendemain, journée plus venteuse, vent du fleuve, donc un peu beaucoup plus frais. 19 degrés, plus de boucane un peu parce que le vent amenait la boucane. Et là, ça va voir un de ses amis, quelqu'un qu'il connaît et qui n'a pas vu depuis longtemps, 77 ans, s'en va chez lui. Et cette personne-là a l'air climatisée. Il y a des fenêtres à ouvrir, mais là, tout est fermé. Et là, il rentre là-dedans, puis il dit à son chum, il dit, moi, je ne peux pas rester ici. Là. Il dit, on étouffe. Il dit, il faut que tu ouvres les fenêtres. Il y a une belle brise du sud, il fait 19 degrés. Pas du sud, mais du fleuve, il fait 19 degrés. Dehors, ça va juste te faire du bien, parce que là, ici, c'est pas restable. Il dit, non, il dit, à TV, on dit qu'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. Voyons donc. Victime de la TV. Victime de la TV. Incroyable. L'éco-anxiété, imaginez-vous, complètement, effectivement, alimentée par les médias. Puis, il en redemande. C'est comme durant la COVID, quand c'est les médias qui prennent, les grands médias, évidemment, qui prennent l'initiative d'aller, de solliciter, par exemple, c'est ça, les festivals, puis finalement, de leur dire est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous devez faire quelque chose? C'est que quand on interrogeait François Legault en conférence de presse, c'était toujours pas assez, finalement, pour les médias. C'est eux qui sont vraiment en train d'implanter l'idée là, d'alimenter la peur. Puis, mais heureusement, écoute, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient fait sauter des pétards quand même le 23 juin au soir à Québec, malgré les consignes des autorités. Moi, ça m'a frappé. J'étais en Saint-Sacrement à Québec, puis jusqu'à 1h45 du matin, j'ai vu qu'il y a du monde qui faisait sauter dans leur cours des feux d'artifice. Ça a sauté pas mal longtemps, toute la nuit. C'est quand même étonnant. Mais comment... Ouais, OK, parfait, ça c'est une bonne nouvelle. Mais comment les autorités pensent qu'un feu d'artifice en plein centre-ville de Québec peut provoquer un autre feu de forêt quelque part ou encore diminuer la qualité de l'air? Un petit feu d'artifice peut diminuer la qualité de l'air. Tu sais, de juste penser que ces gens-là vont jusque-là pour interdire quelque chose qui amène un peu de plaisir au monde. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être complètement cinglé, là. Ben oui. Mais écoute, c'est fascinant. Qualité de l'air, c'est la nouvelle, c'est le sanitarisme, c'est l'omniprésence de la santé publique. C'est ça le leg de la pandémie, c'est la santé publique qui se préoccupe des autoroutes, qui se préoccupe des feux d'artifice. Et les gens vont nous dire, on va lire ça sur Twitter, les feux d'artifice, c'est pas un projet de société. Et je comprends, c'est pas nous on fait pas une fixation sur les feux d'artifice. C'est le monde d'aujourd'hui qui voit maintenant les feux d'artifice comme un acte de rébellion contre la santé publique. C'est ça, c'est ce monde-là qui est fou. C'est comme quand je parle des grands enjeux, tous les faits divers qui polluent l'environnement médiatique au Québec, les vaches égarées, tout ça en campagne, puis il y a une vache qui s'est égarée à quelque part à Sainte-Honorée de nulle part, là. Les gens pensent que certains disent que c'est moi qui fais une fixation sur les grands enjeux. Non, vous ne comprenez pas que c'est le système médiatique qui en fait une fixation et c'est moi qui dénonce cette emprise du micro-quotidien au Québec. Donc, les feux d'artifice, moi, j'aurais jamais pensé défendre dans ma vie des feux d'artifice, comprenez-moi bien. Non, mais c'est pas les feux d'artifice qu'on défend.
On est capable de vivre. On est capable de vivre sans feu d'artifice. C'est pas le point. Le point, c'est enlever quelque chose qui est là depuis toujours, qui amène un certain plaisir, une émotion aux gens, une liberté de faire une soirée, quelque chose de sympathique. Bon, on peut pas le faire bien au mois de janvier, au Nouvel An, parce qu'il fait moins 25. Donc, les gens se rabattent là-dessus à la Saint-Jean. C'est un moyen de s'amuser. Mais c'est ça, c'est la guerre contre la liberté et le fun. C'est ça, mais ils ne comprennent pas. Écoute, ils n'ont même pas ils n'ont pas la capacité peut-être intellectuelle de faire cette analyse, c'est-à-dire que c'est le premier degré et Jeff Fillion pour les feux d'artifice contre les feux d'artifice. Le débat, c'est pas pour ou contre les feux d'artifice. Effectivement, le débat, c'est pour une société où les gens sont libres de vivre leur vie, où ils sont toujours tenus de rester chez eux, d'être contenus dans leur existence, et cette vie de surréglementation et de surencadrement de l'État. Le débat, évidemment, n'est pas sur les feux d'artifice, mais ils ne le comprennent pas. Non, ils restent au premier degré, et c'est censé être des lecteurs du devoir, puis c'est censé être ces gens-là. Ça lit beaucoup de mots, mais ça n'a pas une grande grille d'analyse. C'est pas fort. Non, c'est pas fort. Hey, Jérôme, merci, mais Jérôme. Jérôme Blanchette-Gravel, libremedia.com pour les sujets présentés d'une manière bien différente. On a besoin de libremedia.com et de d'autres également et de journalistes citoyens de plus en plus dans cette ère un peu folle. Mon nom est Jeff Fillion. Jeff Fillion. Radio Pirate.